Good morning poker. Bienvenue dans ce 6e épisode de Poker Instinct. Nous allons voir aujourd'hui comment les adversaires influencent notre prise de décision et nos facteurs de base. On a vu dans les épisodes précédents que la bonne décision était en fonction de la position que l'on avait, que nos adversaires avaient, de notre stack et du leur, et des différents ranges de mains. Et comme le jeu se joue contre des adversaires, il est important d'intégrer la connaissance des adversaires dans notre prise de décision. Les adversaires doivent être catégorisés de la même manière qu'on catégorise les mains ou les stacks, de manière à pouvoir traiter en fonction de la typologie de l'adversaire la bonne décision. On a trois grands types de commutateurs pour les adversaires. Soit l'adversaire est faible, ce qui constitue la grande majorité des joueurs, soit il est évolué, c'est-à-dire qu'il a fait un travail de compréhension du jeu et qu'il est capable de prendre des décisions sophistiquées. Soit il est large, soit il est serré, c'est-à-dire soit il a une fréquence où il rentre dans beaucoup de coups, soit il rentre dans peu de coups, il est serré. Et soit il est agressif, c'est-à-dire quand il mise fort, plusieurs blindes, il raise souvent, il 3-bet souvent, soit il est passif, c'est-à-dire soit il se contente de payer, soit il mise faiblement, il limp, il min-bet, etc. On distingue donc 6 grands profils de joueurs. D'abord les joueurs tag, tight agressif, c'est-à-dire qu'ils jouent peu de mains, mais quand ils les jouent de manière agressive. C'est un des profils les plus favorables, surtout quand on commence à évoluer dans un niveau de jeu où beaucoup de joueurs font l'inverse et jouent beaucoup trop de mains. On verra que c'est un des principaux défauts des fiches, justement. Et ensuite, il y a l'autre possibilité, toujours en étant agressif, c'est d'être loose agressif, c'est-à-dire de jouer beaucoup de mains et de manière agressive. Quand on joue trop de mains de manière trop agressive, on appelle ça un maniaque. Et inversement, quand on joue trop de mains ou beaucoup de mains et qu'on les joue de manière passive, on est un LOP, un lose passif. Et puis il y a encore une catégorie qui est la catégorie la pire pour gagner au poker, qui est le tight passif, c'est-à-dire qu'on joue peu de mains et qu'on joue ses mains de manière passive, simplement en faisant des min-bet ou des calls. Et puis il y a la dernière catégorie qui sont les joueurs serrures, on les appelle les nits, c'est-à-dire qu'ils jouent pratiquement que des premiums. Après vous avez des nits qui vont jouer all-in, très agressifs, ou des nits qui vont jouer de manière très passive. Ça dépendra, mais ce sont des joueurs qui jouent extrêmement peu de mains. Alors, à partir de là, on peut se rendre compte qu'il y a des niveaux de joueurs et qu'en fonction du niveau de joueur, on a un comportement qui est assez prévisible. Comme nous sommes dans la mer du poker, il y a des poissons, des fiches. Donc, la sardine, c'est le fiche le plus répandu. C'est celui qui est le bas de gamme, mais il y en a plein et ils sont hyper faciles à exploiter. Donc j'ai écrit mon premier livre Poker Instinct, il s'appelle Les Sardines justement, pour donner les clés de ce niveau de jeu et évidemment si vous en avez fait partie ou si vous en faites partie, pour pouvoir vous élever au niveau supérieur qui est le clown, qui joue un peu mieux que la sardine mais qui commet des erreurs flagrantes.
le piranha qui commence à être un peu plus agressif, qui va manger les clowns et les sardines, mais qui quand même n'est pas énorme comme poisson. Le mérou qui est quand même beaucoup plus gros et beaucoup plus puissant. La raie manta, c'est le 5e livre Poker Instinct où j'ai parlé du mental. Le shark, le 6e livre, qui évidemment fait qu'on a la totalité des coups du poker et on comprend parfaitement ce qu'on est en train de faire. Et le 7e, qui est les dauphins, qui sont plus intelligents que les requins, et qui est en cours d'écriture en ce moment. Il faut également se rendre compte qu'on est toujours le fiche de quelqu'un, donc il est très important que vous compreniez à quel niveau vous vous situez, et à partir de là, que vous vous attaquiez que à des joueurs inférieurs pour pouvoir les exploiter. L'idée du poker, c'est de prendre une bonne décision, mais d'intégrer les faiblesses pour exploiter les faiblesses des autres, des adversaires, pour les exploiter. Et pour ça, il faut déjà savoir quel est le niveau de réflexion de votre adversaire. Les niveaux les plus bas de réflexion, des sardines, des clowns, etc., sont des niveaux fit, c'est-à-dire qu'ils jouent à la bataille. Soit ils ont des cartes qui permettent de gagner le coup, et ils vont souvent au showdown avec les cartes qui vont permettre de gagner, ou ils vont miser à la river avec des cartes gagnantes. Ils sont totalement prévisibles parce qu'ils ne vont miser que quand ils auront un fit. Et ils vont folder quand ils n'auront pas de fit. Donc, quand on est en position et qu'on mise, souvent ces joueurs-là vont folder quand le flop leur a pas été favorable, ou la suite du coup d'ailleurs. Le niveau que l'on franchit une fois que l'on a compris que les cartes n'étaient pas le seul élément, puisqu'il y a la position et il y a également le fait que les autres aient des cartes qui n'aient pas touché le flop, ce n'est pas grave le board, ce n'est pas grave que vous-même n'ayez pas touché, vous avez atteint le niveau de réflexion sous forme de range. Est-ce que ma range que je perçois, la range que l'autre a, est-ce que ma range bat sa range? Est-ce que l'éventail de cartes que j'ai battent l'éventail de cartes qu'il a ou pas? Quand on commence à réfléchir en termes de range, eh bien, on a une bien meilleure décision que de se contenter de fit, et notamment on va pouvoir rentrer beaucoup de gains par des bluffs en position, ou par le fait d'avoir compris que l'adversaire avait probablement une très très bonne main, et que là il fallait faire un hero fold, c'est-à-dire se coucher bien qu'on ait top pair ou deux paires, quelque chose de tout à fait décent, mais que cet adversaire étant fit, il n'aurait sûrement pas misé avec autre chose que une main nutsée, une main qui probablement l'emporte au showdown. Et le troisième niveau, qui est le niveau le plus fort, c'est le niveau de represent, c'est-à-dire que on fait croire par rapport à la manière dont on mise, le montant dont on mise, etc. On fait croire aux adversaires qu'on a telle ou telle carte. Par exemple, un as sort au turn, et les adversaires n'en ont pas, ils sont fit. Et vous avez 8 et 6 dépareillés, mais c'est pas grave, vous misez parce que vous représentez cet as que eux n'ont pas. Évidemment, si eux ont un as, c'est assez catastrophique. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le fait de tenter de représenter une main avec des gens qui ne s'intéressent absolument pas à votre main. Donc, premier niveau, les gens s'intéressent à leur propre main. Deuxième niveau, les gens s'intéressent à la main des autres. Troisième niveau, les gens s'intéressent à ce que eux représentent et ce que la main des autres représente par rapport à leurs différents moves au moment du coup. Qu'est-ce que l'exploitabilité? C'est un complément
du calcul mathématique qui est fondé par rapport aux probabilités, c'est par exemple le fait que des joueurs jouent trop de mains ou une fréquence de mains trop grande par rapport à certains types de cartes. Par exemple, il y a des fans, des as, ou des pairs, ou des Broadway, ou des flushs, ou des top pairs. Et donc, ces fans, par exemple, les sardines, sont des fans de Broadway, par exemple, si, par exemple, elles vont jouer roi-valet, coûte que coûte, ou roi-10, coûte que coûte, et par exemple, sort un flop avec roi, 8, 2. Et l'adversaire, c'est vous, par exemple, vous avez As-Roi, vous misez. La sardine, elle va payer avec Roi 10. Pourtant, son kicker est moins bon. Et ainsi de suite. Et donc, les fans de Broadway vont payer plusieurs barrels avec un mauvais kicker, sans compter les deux paires qui vont pouvoir être faites ou les brelans qui vont complètement détruire leur dispositif de fans de Broadway. Donc ils auront touché au flop, mais en fait ils vont continuer à payer, à miser. Ce sont des véritables calling stations. Après il y a les fans des as, c'est-à-dire les gens ils se disent on a un as, allez, on a une bonne carte, il y a un as qui sort au flop, ils cherchent pas, ils misent, ils ont as 5, et en fait l'autre il a as 10, et pendant tout le coup ils étaient dominés, et au mieux ils peuvent espérer un split, et en fait la plupart du temps ils vont perdre, y compris en position, on voit beaucoup de joueurs qui jouent As5, As2 au bouton, et qui ensuite payent pendant tout le coup, alors que visiblement l'autre a aussi un As, et va faire rentabiliser pour value son As. Les fans de flush aussi, c'est assez intéressant, sont des gens qui vont entrer dans des coups avec 6 et 2, mais à cœur, histoire de pouvoir toucher une flush. Pour pré-flop, pour avoir au flop une flush, un flush draw, c'est-à-dire un tirage flush, vous avez une chance sur 10. Donc il faut vraiment élaguer toutes ces mains assorties lorsqu'elles n'ont pas de signification en dehors du fait de As X suité ou éventuellement Roi X suité qui lui donnera la meilleure flush ou la deuxième meilleure flush. Pour exploiter les sardines, c'est donc relativement simple. Il faut d'abord catégoriser toutes les mains et ne jouer des mains de départ que en étant tight, c'est-à-dire en jouant beaucoup moins de mains que les sardines. En fonction de la position, vous allez jouer davantage. Donc, pré-flop et surtout post-flop, cherchez à rentrer des coups contre des sardines en étant au maximum en position pour pouvoir avoir l'effet de ciseaux dont on a parlé précédemment. Lâchez des mains prometteuses pré-flop mais qui ne rendent rien au flop, comme par exemple, imaginons roi-valet suité à cœur et le flop est 2 piques et un carreau et ni roi ni valet. Et puis n'oubliez pas à chaque main de catégoriser les joueurs. Est-ce que ce joueur est loose? Est-ce qu'il est tight? Est-ce qu'il est faible? Est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il est fan de quelque chose? Et ça, plus vous aurez de mains, de statistiques de mains contre ces joueurs, plus vous saurez dans quelle catégorie vous pouvez les mettre. Il faut également constamment mettre les autres joueurs sur un range, non pas sur une main. Tiens, je croyais qu'il avait As-Roi. Non, il a un range, il avait par exemple Premium, ou alors petite paire. Ah, il a limpé UTG plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire chez lui quand il fait ça? Par exemple, ça veut dire des paires moyennes. Ça peut vouloir dire également des connecteurs suités. Mais chez d'autres joueurs, ils sont capables de limper avec les As ou les Rois pour
tenter éventuellement de faire un 3 bêtes sur une relance de quelqu'un ensuite. Donc, pour exploiter les sardines, il faut rentrer dans des mains qui permettent cette exploitation. Comment jouer contre des fiches? Bon, c'est une question que beaucoup de joueurs qui commencent à comprendre les principes du poker se posent comme question et sont assez dégoûtés parce que tout le monde a son anecdote du bad beat où le fiche était rentré avec Dame 4 dépareillé et il a fait un full aux 4 par les dames. Mais ça arrive de temps en temps, mais globalement sur la durée, aucun joueur n'est gagnant comme cela. Je regarde dans les statistiques des joueurs, il y a à peine 5% des joueurs qui sont gagnants sur la masse des joueurs, quel que soit le site. Et c'est pareil en live, il y a en fait pas tant de joueurs que ça qui sont gagnants. Et la raison est simple, c'est que ils ne progressent pas, il y a beaucoup de joueurs qui jouent beaucoup, mais ils ne progressent pas parce qu'ils ne tiennent pas compte du fait qu'ils sont un fiche et qu'ils doivent s'améliorer. En revanche, un bon joueur va exploiter les fiches et ce qu'on appelle aussi les joueurs récréatifs. Alors, pour exploiter un fiche, il faut d'abord comprendre ce qu'est un fiche. Un fiche, psychologiquement, c'est un joueur surconfiant. C'est-à-dire qu'il pense qu'il sait très bien jouer au poker, ou bien jouer au poker, ou il joue d'une manière décente au poker. Il est également sous-qualifié, c'est-à-dire qu'en fait, il ne connaît pas la théorie et la stratégie du poker. Et surtout, et ça c'est l'élément fondamental qui détermine c'est quoi un fiche, c'est qu'il est impatient. C'est-à-dire qu'il veut gagner beaucoup de coups, tout de suite, très vite, faire un gros stack, gagner. Et donc, il y a les joueurs récréatifs, les sardines, jouent trop de mains. Donc le premier défaut qu'il faut corriger, c'est de jouer beaucoup moins de mains qu'avant. Et ces mains-là, d'ailleurs, il faut les jouer de moins en moins en fonction de la position. Plus vous êtes en début de parole, moins il faut jouer de mains. Il faut jouer à peine 10% des mains lorsqu'on est UTG, surtout en full ring, quand il y a 10, 9 ou 8 joueurs à table, et élargir son range de mains en fonction de la position. Et quand on rentre dans un coup, eh bien, un fiche va rentrer en limpant. Limper en anglais, ça veut dire to limp, ça veut dire boiter, quelqu'un qui est boiteux, qui boite. Et donc, ça veut dire tout simplement qu'il rentre à moitié, il rentre en boitant dans le jeu. Limper, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas cher pour ceux qui vont devoir rentrer dans le coup après, et plus il y aura de joueurs dans le coup, moins mathématiquement on a de chances de gagner la main. Une paire d'as va gagner contre une autre paire un peu plus de 80% du temps, contre un adversaire, mais contre 5 ou 6 adversaires, on va descendre en dessous de 50% de gains pré-flop si tout le monde va à tapis. Donc la question de limper avec les as ou avec un bon jeu ou avec n'importe quel jeu est une mauvaise habitude et elle est encore pire lorsqu'on overlimp, c'est-à-dire qu'on va payer le limp de quelqu'un en limpant soi-même. Il y a vraiment très peu de situations qui justifient cela, d'autant plus que quelqu'un pourra partir en squeeze limp derrière en mettant une grosse mise pour faire coucher tout le monde. Voilà. Le limp, c'est vraiment le grand défaut des joueurs sardines, des joueurs débutants. Dès lors que vous voyez quelqu'un qui limp, il y a un problème.
Et d'autant plus quand il va limper UTG par exemple, il a quoi? Il va limper UTG, imaginons il est paire de 6. Bon, ok, il est UTG, il limpe. Vous allez avoir quelqu'un qui va faire un open raise avec peut-être une paire meilleure ou peut-être avec un Broadway. Et à ce moment-là, que va faire ce joueur qui a limpé UTG? Il va faire fold. Et donc en fait, il aura perdu une blinde. Une blinde plus une blinde plus une blinde, etc. À la fin, on n'a pas beaucoup de gains. Et puis imaginons que ce joueur qui limpe tout le temps, tout d'un coup, ouvre fort ou mise fort, bah, c'est qu'il a touché quelque chose ou qu'il a une très très bonne main. Et donc on lit clairement ce qu'il a avec le fait d'avoir limpé. Le troisième défaut des fiches, c'est qu'ils sont très prévisibles dans leur mise. Quand ils misent fort, ils ont du jeu. Et quand ils misent faible ou qu'ils check, c'est qu'ils n'ont pas de jeu ou qu'ils n'ont pas de fit. Et donc c'est extrêmement facile à décoder. Mise fort avec du jeu, je me couche. Mise faible ou check, je mise pour les faire folder. Et puis quand ils ont des mains fortes, et donc le dernier point, c'est que les fiches ne valorisent pas leurs mains fortes. Donc ils ont touché un brelan, et là ils font un min bet, ils misent une blinde au flop, ils remisent une blinde au turn, et ils misent une troisième blinde à la river. On va payer à chaque fois. Il y aura des cas épouvantables où ils vont être battus avec une suite par exemple, ou une flush, leur brelan. Et en plus, quand ils vont gagner, ils auront gagné 3 blindes en fait. Donc, en résumé, pour battre les fiches, il faut s'adapter à leurs défauts. Donc, comme ils jouent trop de mains, il faut que vous restreigniez votre range de mains en open raise. Donc, vous ouvrez en relançant et en early position à peu près 14% de votre range, 22% en middle et 33%. Vous pouvez aussi mémoriser 11, 22, 33, ce qui est encore plus facile par rapport à la mémorisation. Et donc vous jouez plus de mains en cut-off et au bouton à peu près 33%, 22% en moyenne position et en début de parole 11 ou 14% suivant que vous êtes en full ring ou en 6 max. Donc, comme les sardines limp, vous entrez dans une main toujours en raise. Votre écart entre les mains que vous avez ouvertes en raise et les mains que vous avez ouvertes en limp doit être extrêmement faible. Vous devez avoir très très peu de mains où vous ouvrez en limp. Je vois que une ou deux possibilités pour entrer en limp. Par exemple, vous avez une paire moyenne et vous êtes au bouton, et il y a déjà 2-3 joueurs qui ont limpé, et vous êtes en position sur eux post-flop, et vous allez faire un set mine, et vous savez que les blindes ne vont pas essayer d'arracher pré-flop en faisant x5, x8, et vous savez que les blindes sont passives, et donc vous allez tenter un set mine en sachant que les blindes ne vont pas faire de raise. Le troisième, il est vraiment très simple. Si vous voyez un joueur récréatif qui mise fort, c'est qu'il a du jeu. Et s'il a du jeu, il ne faut pas payer leur grosse mise. Donc quand un joueur comme ça mise fort, eh bien, vous vous couchez. Même avec votre top pair, top kicker, parce qu'il a probablement mieux. Ensuite, lorsqu'ils misent faiblement ou lorsqu'ils check, c'est qu'ils n'ont pas touché. Et donc là, il faut miser. Surtout quand vous êtes en position sur eux. Et vous verrez le nombre de fois où vous allez pouvoir prendre une note de fit or fold. C'est-à-dire, soit ce joueur a un fit, soit il se couche.
si vous avez repéré que quelqu'un est FOF, fit or fold, vous pourrez l'exploiter indéfiniment. Et concernant la valorisation de leurs mains fortes, eh bien vous allez pouvoir faire les calculs que si votre tirage est suffisamment valable par rapport en termes de out et en termes de pourcentage par rapport à leur min bet, il ne faut pas hésiter à faire call pour pouvoir poursuivre votre tirage. Voilà pour ce 6e épisode de Poker Instinct. À très bientôt.